Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Parmi les procédés les plus abjects employés par la police française dans la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, celui de noyer les Algériens dans la Seine était l'un des procédés les plus inhumains. Je vous propose ce soir justement un témoignage exceptionnel d'une victime, d'un rescapé de la violence policière à Paris, quelqu'un qui a échappé par miracle à la noyade durant la nuit noire et glaciale du 17 octobre 1961 à Paris, lorsqu'il a été surpris et jeté dans le fleuve de la Seine. J'ai nommé le militant de l'organisation civile de la Fédération de France du FLN à Paris, c'est Khadr Djerada. Monsieur Djerada, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Monsieur Khadr Djerada nous vient aujourd'hui de Djelfa, où, au déclenchement de la guerre de libération nationale, avait entamé sa scolarité, n'est-ce pas? Oui. Je suis de Djelfa, natif de Djelfa. À l'époque, pendant ma scolarité, j'étais à Djelfa où quand la scolarité, fait l'école Gustave Flaubert. J'ai débuté tellement. Après le certificat d'études, خرجت où j'étais resté comme ça. Et puis un beau jour, il y avait le Haj Ben Abbas Deloula, qui était à l'époque menacé par l'organisateur Belouanis. Belouanis, on doit rappeler que c'était le chef du contre-maquis révolutionnaire, c'est-à-dire il était à la tête du Haka important à Darchour, à Djelfa. Oui. Il voulait partir en France et il m'avait proposé de l'accompagner. C'était l'occasion rêvée pour moi. Je l'ai accompagné pour le... Donc on est en 1958. Hein. On est en 1958. Donc vous arrivez en France en 1958. Le 20 août 1958. Le 20 août 1958. Nous avons pris l'avion d'Alger, Lyon. Oui. Et de Lyon, nous avons pris le train pour l'amener chez Bosri Mustafa, un moudjahid qui travaillait à l'est de la France. L'est de la France, c'est la Lorraine. Ah oui. Il travaillait dans la société métallurgique de Knutange. Oui. Donc en Lorraine, vous avez également commencé à travailler là-bas. Oui. Je viens juste ici. Oui. Nous sommes arrivés à 9h du soir. Oui. On nous a bien reçus pendant quelques jours. Et puis nous avons pris une chambre dans un hôtel de monsieur, je ne me rappelle plus son nom, de Betna. Oui. On y est resté quelques jours. Et puis, un beau jour, il y avait Chabir Al-Haj, oui, qui travaillait à la Solac, Société Lorraine, de la millage continu. Oui. Et le chef il a dit, bon, je vais le prendre, je vais l'amener, peut-être je vais l'employer, lui trouver une place à l'usine Solac. Donc vous avez commencé comme ouvrier, un simple ouvrier, c'est ça? Oui, je viens. On a été voir le chef administratif, M. Madère. Voilà, je ramène le fils de ma soeur, et puis il vient d'Algérie, la guerre, et puis est-ce qu'il est le français? Monsieur, j'ai mon certificat d'études. Ah bon, vous avez pas de certificat d'études, mais c'est formidable. Je vais vous envoyer à Ébranche, l'usine métallurgique. Oui. Vous allez au service électrique, peut-être vous allez vous arranger avec eux. Effectivement, quand je suis arrivé, monsieur Plismi, l'ingénieur, et puis Robert, le contremaître du service électrique, et ils m'ont demandé qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, comme papier en électricité. J'ai dit, monsieur, moi j'étais électricien en bâtiment. Ils m'ont dit, ici c'est tout à fait différent, c'est l'électricité industrielle. Puis ils ont vu que j'étais intéressé
Bon, on va essayer de les garder. Oui. Ils m'ont mis dans le service, les chargeurs de batterie, Oui. les batteries de chariots Fenwick, Islingen, plusieurs marques allemandes, françaises et ainsi de suite, pour verser de l'eau distillée dans les éléments des batteries. Des batteries. Oui. Ben, dit, voilà, vous prenez cette pince, c'est la... Alors, quelle était l'ambiance, notamment avec les Algériens, dans cette entreprise? Plus ou moins bonne, plus ou moins. Ça dépend de... la plupart des Algériens, ils étaient plutôt maltraités. On leur donnait les travaux les plus pénibles, les plus salissants, les plus... C'était rare de trouver un Algérien avec un emploi propre et ainsi de suite. Alors, comment va s'effectuer maintenant vos premiers contacts en Lorraine avec Nedam, l'organisation voilà, de je la viens. Fédération de... Oui. Alors j'ai commencé comme Kima Goutlek, et puis après ils ont vu que je m'intéressais, lorsque j'ai terminé le remplissage de batterie, j'allais aider les ouvriers, soit dans les armoires électriques, soit pour les moteurs électriques, soit j'étais très intéressé par l'électricité industrielle. Oui. Un certain temps, et puis ils m'ont mis carrément avec eux comme aide, comme ouvriers spécialisés, comme pour les aider. Et j'étais toujours plus intéressé. Ils m'ont envoyé faire un stage à l'école de Florange. Oui. J'ai fait un stage de 3 années pour obtenir finalement mon CAP d'électromécanicien en électricité industrielle. Oui. Bon, maintenant, tout de suite après, je suis passé de l'ouvrier spécialisé à l'ouvrier professionnel, OP1. Oui. Bon. Et puis je m'intéressais toujours, je travaillais dans les centrales électriques, dans les... Toujours en Lorraine. Hein? Toujours en Lorraine. Oui. Toujours en Lorraine. Oui. Et entre-temps, il y avait un certain Belahras el-Bachir, Oui. qui était cantonnier à l'époque. Et c'est lui qui m'a sensibilisé. Est-ce que tu adhères à la fédération? Est-ce que tu aides la fédération? J'avais aucune idée, moi. Tu vas commencer par payer les cotisations. Oui. On va te demander le 1/10 de ton salaire. Oui. Et puis petit à petit, ça m'a intéressé. J'étais très content de participer, ça m'a intéressé. Je suis devenu collecteur de fonds. Oui. Et puis, il y avait... collecteur de fonds au niveau de l'entreprise où vous travaillez. Au niveau de la localité, il y avait plusieurs usines. Oui. Il y avait l'usine de Wendel, il y avait l'usine d'Ayange, au niveau de la Lorraine. Oui. Collecteur de fonds, au niveau là où il y avait des Algériens. Oui, oui. Et puis, un beau jour, il a été vendu, je ne sais pas comment, Oui. et s'est senti menacé. Oui. Donc, il fallait le sauver. On l'a caché quelques jours, et puis nous avons choisi la nuit du 24 décembre, du 24 décembre, exactement, oui. Noël. Oui. Parce que la plupart... C'était les fêtes. C'était les fêtes, et la plupart des gens préféraient la passer en famille, par exemple, et ainsi de suite. Automatiquement, il y avait un relâchement au niveau de la frontière. Oui. Bon, nous, nous avons nos cartes d'identité françaises. Oui. On n'était pas recherchés. Par chance, nous lui avons dit, bon, il y avait les toilettes, par exemple. Oui. Excusez-moi du terme. On lui avait dit, bon, tu rentres, ne ferme pas le loquet parce que ça s'inscrit occupé. Oui. Finalement, tout ça s'est passé comme prévu. Et on est arrivé à Trèves. Vous avez réussi à exfiltrer ce militant vers de la France. Donc, vous avez réussi à accompagner donc ce militant. Rechercher C'était le chef de la section. C'était, je ne sais pas, il avait une bonne responsabilité, mais il était ça se tenait en secret. Ouais. Parce que, vous savez, nous étions très... Donc vous l'avez accompagné jusqu'à... À Trèves. À Trèves, oui. La frontière franco-allemande. Franco-allemande. Les collègues, ils nous ont retenu une chambre dans l'hôtel L'Alaska. Et puis, lui, au bout de... On est resté quelques jours. J'ai entendu dire qu'il a été envoyé directement au Maroc, chez Boumediene. Ouais. Et nous sommes revenus.
À la Lorraine, Oui. Un beau jour, j'avais demandé à obtenir, puisque j'étais un ouvrier professionnel, première catégorie, j'ai voulu avoir la deuxième catégorie. Oui. Bon, j'ai passé mon examen, j'ai réussi. Et puis, il y avait des ouvriers avec nous, il y avait des Espagnols, des Polonais, qui étaient plus ou moins jaloux de ma réussite professionnelle. Ouais, ouais. Comment un simple spécialiste, ouvrier spécialisé, il est arrivé jusqu'à ce stade-là. Ouais. J'étais en train de dépanner un pont Morgan américain, et puis quand je suis revenu dans mon atelier où j'avais mes appareils et tout, l'étau, ils avaient inscrit un carton, et puis ils l'ont placé dans l'étau. Djerada réclame son OP2 pour payer les impôts Felaga. Alors là, ça m'a mis en boule. Moi, je croyais être en famille avec eux, parmi eux. Cool. J'avais demandé ma démission, j'ai démissionné parce que je me sentais menacé. Ouais. Et c'est là où j'ai été à Paris. Alors à Paris, ça sera une autre aventure. Vous allez découvrir donc d'autres organisations, plus solides, plus organisées, plus structurées, etc. Exactement. Faut-il exactement où est-ce que vous allez vous établir à Paris? À Paris, je me suis établi à Ivry-sur-Seine. Alors c'était quand? Quelle année? C'était en 1960. 61. 61. Début 61. Début 60. Donc, je me suis établi, j'ai commencé à travailler chez Citroën, qui est de Javel. Oui. Et puis, j'ai démissionné de chez Citroën, j'ai commencé à travailler chez SKF. SKF. Société de fabrication des roulements habits. Oui. Et j'habitais au À Citroën, il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient également maltraités. Toujours. Est-ce que vous avez eu des contacts avec certains syndicalistes? Parce que les syndicalistes étaient quand même plus ou moins, notamment les syndicalistes de gauche qui aidaient plus ou moins les Algériens. Il y avait la CGT, il y avait... Non, pas tellement. Pas tellement, je ne les ai pas contactés, le syndicat, et ainsi de suite. Non. Les Algériens qui se trouvaient, les Algériens qui étaient là-bas, et j'avais 4 copains. Il y avait Jafal Hussein, oui. de Bonn, de Annaba, Oui. Ben Ouda Sherif de Doran, Antar Slimane de Zezga, Tahar Ben Nihani. Oui. Et puis, c'est avec eux que nous allons par la suite contacter les Algériens, qu'on allait préparer la manifestation. À l'époque, ils disaient que c'était Harbi, ils disaient que c'était Omar Boudaoud, mais c'était Amirat Slimane. Slimane Amirat, donc Slimane Amirat, qui était responsable à l'époque dans la région parisienne. Et il nous a demandé carrément de nous préparer à faire une manifestation. Avant d'arriver à cette manifestation, donc au niveau de Citroën, pourquoi vous avez démissionné? Est-ce que vous avez subi des pressions? J'ai senti que ça allait tourner mal. J'étais jaloux. J'ai pas subi de pression directement, mais indirectement. C'est parce que vous étiez algérien. J'étais algérien. Le seul algérien arrivé jusqu'à ce grade. Ouais. Ils l'ont pas accepté. Ils l'ont pas accepté. Alors, Citroën, SKF, après, qu'est-ce que vous faisiez donc dans cette entreprise? Dépanneur sur machine à outils, qui fabrique les roulements habits, le roulement comme un bouton de chemise jusqu'au grand roulement. Donc c'était 8 heures de travail, et le soir, qu'est-ce que vous faisiez? Le soir, on préparait, on se réunissait de temps en temps. Il y avait à Barbès, la rue de Barbès, dans le 3e arrondissement, un café de Rizqi, Ammi Rizqi, je ne me rappelle plus son nom de famille. Là, on avait des contacts plus ou moins secrets avec les responsables de l'époque. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des Algériens qui disparaissaient, donc bien avant le 17 octobre, parce qu'il y avait des Algériens qui se faisaient arrêter quotidiennement, etc. Est-ce que vous étiez conscient de la situation de l'époque? Pas à cette époque. Pendant les heures de couvre-feu, oui. Le couvre-feu qui était imposé aux Algériens de 20h jusqu'à 6h du matin.
Alors, donc, voilà, puisque vous parlez du couvre-feu, vous savez que donc, le préfet de police, Maurice Papon, va imposer un couvre-feu aux seuls Algériens, c'est-à-dire un couvre-feu raciste au début du mois d'octobre 1961. Comment vous avez déjà reçu cette information en tant qu'Algérien à ce moment-là? On l'a reçu comme ça, froidement, quelque chose de tout à fait normal. Et ils ont pris ça pour nous, justement, pour éviter les Algériens de travailler. De militer. De militer. Parce que la plupart du temps, pendant la journée, nous étions occupés dans nos postes de travail. Oui. Et notre travail se faisait la nuit. C'est pourquoi ils nous ont imposé le couvre-feu, pour nous couper toute activité. Voilà. Alors, à ce moment-là, il y avait eu les manifestations du 10. Alors, donc, suite à ce couvre-feu, les responsables de la Fédération de France du FLN à l'époque décident d'organiser une manifestation pacifique pour dénoncer donc ce couvre-feu, cette mesure discriminatoire et raciste de la police française. Et il nous a expliqué. Qui vous a informé de la nécessité de se rendre à cette manifestation? Comment vous avez eu l'information? Les informations, elles venaient de Slimane Meyrat. Directement ou bien indirectement? Non, pas directement, indirectement, parce que nous n'étions pas en contact avec lui. Oui. Parce que c'était très structuré. Oui. Là, on avait des contacts avec 2, 3 personnes, pas plus. Oui. J'avais des contacts soit 2, 3 personnes, pas plus. On ne pouvait pas aller plus loin, parce que c'était très, très structuré, très secret, gardé en secret. Ils nous ont dit, bon, vous savez qu'il y a eu une manifestation du décembre 1960 en Algérie, qu'ils ont eu, dont les Algériens ont payé les conséquences, ont payé les conséquences inhumaines. Il y a eu beaucoup de morts parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les enfants. Nous aussi, nous allons manifester en France et combattre la France à Paris dans sa capitale. Il faut être des hommes, préparez-vous au sacrifice. Donc vous habitez à l'époque la région d'Ivry, sur Seine. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres Algériens qui habitaient dans la région que vous connaissez? Il y avait beaucoup d'Algériens qui habitaient dans la région, oui, il y avait beaucoup. Mais... vous êtes concerté pour organiser cette manifestation avec eux? Oui, la plupart des Algériens ils étaient d'accord. Tu es d'accord pour... parce que la plupart des Algériens payaient leur collecte, la plupart des Algériens activaient au sein de la Fédération de France, oui. Ils étaient tous pour cette manifestation avec plaisir. Alors, le jour J, on est le 17 octobre 1960. Le jour J, on a commencé on est le 17 octobre, le matin. Vous avez donc décidé... Ils nous ont informé 2 jours avant. 2 jours avant. Le 15, quelque chose comme ça. Préparez-vous à organiser ces manifestations parce que les gens allaient venir de tous les départements français. Oui. Et effectivement, nous avons commencé à partir de 18h à organiser, diriger. Et puis, il y avait plein de monde, il y avait beaucoup de monde. Alors, c'était une journée plutôt plus ou moins glaciale. Oui. Donc, il fallait bien se protéger. Vous m'avez rappelé, oui. C'était une journée il y avait un vent plus ou moins froid. Oui. Il y avait quelques averses plus ou moins. Hein? Exactement, vous l'avez fait. Je l'ai oublié. Exactement. Donc vous avez mis vos habits, un manteau évidemment. J'avais mon manteau, et bien sûr, j'avais mon manteau. À quelle heure vous avez quitté votre domicile pour se rendre donc à Paris, donc dans les Je l'ai quitté à peu près vers les coups de 17h. 17h. Donc 17h, vous avez pris le J'ai pris le métro. Oui. J'ai pris le métro de la place d'Italie. Oui. Et puis je me suis rendu le boulevard Saint-Michel.
Saint-Michel. Donc, vous arrivez là-bas vers avant 18h, évidemment. Vers 18h, nous avons commencé à organiser et à diriger. Donc, il y avait... Est-ce que vous pouvez maintenant nous relater un petit peu l'ambiance? On est à 18h à la place Saint-Michel, c'est ça? Vous étiez à la place Saint-Michel. Qu'est-ce qui se passe à 18h? Vous voyez les gens arriver? Il y avait des gens, beaucoup de gens qui arrivaient de plus en plus. Il y avait beaucoup de monde. Et ça grossissait au fur et à mesure. Oui. Et puis, on les dirigeait la plupart vers l'Arc de Triomphe, vers le Champs-Élysées, vers la Tour Eiffel, là où il y avait beaucoup de la presse étrangère. Il y avait là où il y avait les ambassades, les consuls, où il y avait les attachés de... Donc il y avait des gens qui organisaient... Il y avait des gens qui organisaient, qui dirigeaient. Ah oui. Et puis la chose la plus importante, ils nous ont dit, vous allez participer à ces manifestations dans le calme et ne prenez aucune arme, ni arme à chaude, ni arme blanche, ne serait-ce qu'un coupe-ongle. Oui. Donc vous allez manifester pacifiquement. Et alors, est-ce que vous avez remarqué un dispositif policier pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On est à 18h. Le dispositif a commencé à arriver à partir de 20h. 20h. Ça, c'était le moment de l'explosion. Donc, à 20h, comment les premières escarmouches... nous avons entendu le premier coup de feu. Oui. Il y a eu les premières victimes. Oui. Et puis, c'était la panique. Tout le monde se dirigeait plus ou moins vers des endroits pour se protéger. Et là, ils ont commencé le massacre. Le massacre. Évidemment, il y avait à l'époque le premier ministre de Roger Frey, oui, de Gaulle, avait demandé à Maurice Papon, le préfet de police, de lui arrêter ces manifestations par n'importe quel moyen. Disperser donc. Ils avaient renforcé, il y avait la police municipale, le CRS, la DST, et puis le Harka, surtout le Harka. Alors, ils étaient armés Ils étaient armés jusqu'aux dents. Oui. Et nous avions que nos bras et mains nus. Donc, comment ils ont entamé la répression? Ils frappaient dans le tas. Ils frappaient sans pitié dans le tas. Oui. Ils frappaient sans pitié dans le tas, et puis ils ont commencé par jeter dans la Seine. Avant d'arriver donc à ce procédé infâme, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez vu des Algériens se faire embarquer dans les... Beaucoup, la plupart, oui, beaucoup. Il y avait beaucoup d'arrestations, de manifestants qui se faisaient embarquer dans les paniers à salade. Parmi eux, parmi eux, ils m'ont coincé au niveau du cinéma Le Rex. Oui. Oui. Et il y avait un policier qui m'a demandé tes papiers. Comme il a vu que j'étais algérien, allez, monte. Bon, je lancez votre arrestation. L'ambiance dans le panier à salade, comme vous l'appelez, dans ce fourgon, est-ce qu'il y avait des blessés? Est-ce qu'il y avait des gens qui portaient... Est-ce qu'il y avait des blessés? Les blessés, non. Les blessés, on les a vus plus ou moins... Oui. Dans la rue, du coup, dans les couloirs du métro, oui, c'est là où il y avait les blessés, il y avait certains morts, les blessés par matraque, il y avait des crânes fracassés, etc. Il y avait des crânes oui, effectivement, oui, il y avait beaucoup de... Ouais. Et ils ont commencé à taper dans le tas, oui, avec une force inouïe, ouais, une sauvagerie terrible, inhumaine. Ouais. Voilà. Alors, on vous arrête d'abord. Oui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On m'embarque dans le panier à salade, comme vous l'avez dit, dans le fourgon. Arrivé à Neuilly, oui, j'étais le premier. Il y avait au moins une vingtaine d'Algériens. Oui. 10 de chaque côté dans j'étais le premier. Il y avait un policier qui m'a dit, allez, descends-toi. Je suis descendu de côté Hagdak. J'ai vu, il a fait ça, et il allait me donner un coup de crosse, ouais, il allait certainement me faire sauter la boîte crânienne. Oui, oui, oui. J'ai fait un mouvement avec, j'ai reçu le coup derrière les épaules, au niveau des omoplates. Ouais. Et là, je suis tombé, le coup il était tellement terrible, j'ai perdu plus ou moins connaissance, mais j'étais conscient.
Je me rappelle, il y avait un policier qui m'a pris des bras et deux policiers, un pied chacun, ils m'ont balancé dans la Seine directement. Alors, le contact avec l'eau. Le contact avec l'eau, il était surprenant. Oui. Et puis, il m'a beaucoup soulagé parce que le froid m'a réveillé du coup. Et j'étais conscient que j'étais dans la Seine. Puis la Seine... Mais vous portez quand même un manteau très lourd. Oui. Oui. C'est à ce moment-là, vous venez de me le faire rappeler, qu'il me gênait et je me suis débarrassé de son manteau. Le manteau, c'est un manteau en flanelle. Donc elle absorbait beaucoup d'eau, donc ça devait... D'accord, exactement. Je me suis débarrassé de ce manteau. Et j'étais en train de lutter pour retrouver mon souffle parce que j'allais perdre le souffle. Puis d'un seul coup, par hasard... Donc c'était au niveau du pont de Neuilly, c'était ça? Oui, oui. À ce moment-là, j'ai eu la chance de sortir le nez pour aspirer une bouffée d'oxygène. Et j'ai compris que j'allais me noyer. Il fallait à tout moment, par n'importe quel moyen, garder cette position. Ouais. J'ai commencé à battre les pieds et les mains pour garder cette position. Et de côté, j'ai vu qu'il éclairait avec une torche. Le moment où ils m'ont jeté, l'endroit où ils m'ont jeté, entre le moment où j'avais au moins 20 mètres, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que quand ils m'ont jeté, j'étais entraîné par le courant d'eau dans la Seine. À quelle profondeur, je ne sais pas. Et au moment où j'ai sorti pour aspirer l'air, il y avait au moins une vingtaine de mètres. Et là, j'ai compris, peut-être qu'il allait m'achever par la rafale d'une matre ou je ne sais pas quoi. J'ai commencé à me rabattre vers le bord de la Seine. Et je savais qu'à la Seine, il y avait soit j'allais trouver des marches, soit que j'allais trouver une barque. Et effectivement, j'ai trouvé une barque. Chaque fois que je voulais me monter sur la barque, elle chavirait d'un côté ou de l'autre. Le courant était un petit peu au mois d'octobre, généralement. Et finalement, je suis arrivé à me mettre sur la barque. Je suis resté allongé sur le dos pour récupérer mes forces. Et puis, j'ai commencé à tirer la chaîne pour aller vers le quai. Arrivé au niveau du quai, le niveau il était un peu plus bas. J'ai fait plusieurs efforts pour me mettre sur le quai. Le quai. Et à partir de là, j'étais sur le quai. Donc le soir même, c'était quelle heure à peu près? Contre l'arrestation, peut-être 21h, quelque chose. Peut-être une heure après. Est-ce que vous avez vu d'autres Algériens se noyer, c'est-à-dire jeter dans la Seine? Non, à ce moment, non. Ils ont dit, d'après ce que nous avons entendu, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à jeter les Algériens. Et il y avait plus de 300 personnes qui ont perdu la vie dans ces opérations criminelles. Donc les policiers, lorsqu'ils ont pris la décision de vous jeter dans la Seine, ils pensaient que vous étiez assommé, mort, peut-être? Puisqu'on vous a assommé avec un coup ils m'ont assommé parce qu'ils pensaient... Donc c'était une manière, c'est-à-dire on assomme les gens et puis on les jetait. Il y avait même des gens qui les attachaient avec du fil de fer. Oui, pour ne pas pouvoir... il y avait beaucoup... Ils faisaient tout leur possible pour noyer les Algériens dans la Seine, pour les achever d'une façon inhumaine. Mais vous, il y a un secret qu'il faut révéler aujourd'hui. Ce qui vous a également sauvé, c'est que vous êtes un amateur de la nage, n'est-ce pas? Vous êtes un excellent nageur. Où est-ce que vous avez appris à nager? J'ai appris à nager à Tchelpa. Oui. Il y avait des étangs. Il y avait le Giltet Sougri, Giltet Al. Et puis. Et vous êtes un amateur de la nage jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et puis, à un certain temps, ils ont construit une piscine à Djelfa, une piscine. Et c'est là où je me suis entraîné beaucoup plus dans la natation. Je suis devenu un bon nageur. Alors, et entre-temps, lorsque j'étais à Paris,
j'allais aussi dans les piscines. Ouais. Piscine, la rue de la Ligne à Paris, à Ivry, la piscine d'Ivry. Oui. J'étais devenu champion de la nage, la natation. J'ai appris à nager toutes sortes, sur crawl, sur le dos, sous l'eau, papillon. J'étais un bon nageur. On revient maintenant. Donc, vous avez pu échapper donc à une noyade certaine. Oui. Vous êtes maintenant sur le quai. Il faisait nuit. Donc, oui, il faisait où est-ce nuit. que qui vous a Ce qui m'a sauvé, je vais venir. J'ai marché quelques temps et puis je me sentais faible et mourir de froid. J'ai vu une lumière, une maison. Ouais. Je me suis dirigé vers cette maison. À peine arrivé, il y avait un chien qui m'a agressé. Et puis, tout de suite après, le propriétaire de la maison, il a entendu les aboiements du chien. Et il a allumé la lumière de la cour. Qu'est-ce qui se passe? Il a rappelé son chien. Puis il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui est là? J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Pourquoi je viens de tomber accidentellement dans la Seine et je meurs de froid? J'ai besoin de votre hospitalité. Ouais. Sa femme, elle était à côté de lui. Il dit, papa, laisse rentrer le pauvre, tu vois bien qu'il tremble de froid. Elle approche et puis ils m'ont reçu chez eux. Ouais. Ils m'ont apporté un bol de... Donc c'était des Français. Hein? C'était des Français. Hein? C'était des Français. C'était des Français, des purs Français. Ouais. Des Français. Ils m'ont des Français très humains. Ouais. Ils m'ont apporté un bol de potage, ils ont mis un grog dedans, je ne sais pas quoi, ça m'a réchauffé un petit peu. Puis ils m'ont donné une peignoir, me réchauffer. Il m'a dit, toi tu es un petit malin, tu n'es pas parmi les manifestants. J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est des salauds ce qu'ils sont en train de faire. Massacrer des gens sans armes. Ils étaient contre ça. Ouais, ouais. Bon, j'ai passé la nuit le matin en me réveillant. Ils m'ont ramené du café au lait, du pain beurré, j'ai pris le petit déjeuner. Il m'a dit, tu sais, le lit où tu as passé la nuit, c'est le lit de notre fils. Et notre fils qui est soldat appelé en Algérie à Ain Karban, à Ora. Ouais. Puisque nous vous avons sauvés, demandez à Allah pour qu'il sauve notre garçon. Ouais. Et c'était comme ça, hein? C'est comme ça. Ouais. Comme ça, mais des gens très, très sympathiques. Ouais. J'ai dit bon, Inch'Allah, et puis je suis resté pendant un certain temps en contact avec eux. C'était monsieur et madame Mittan. J'ai appris, et je suis resté en contact. Donc on vous a hébergé pendant combien de temps? La nuit. La nuit, puis le lendemain, j'ai repris ma chambre à l'hôtel. À l'hôtel à Ivry, sur Seine. Alors, on revient à Djelfa. Oui. Au même moment, parce que en Algérie, on a eu des échos de cette violente répression à Paris. Oui. Donc, pour vos parents, votre maman... pour ma maman... vous étiez mort. J'étais mort. Ils m'ont jeté dans la Seine, mort, et c'est tout. Alors, ils ont même organisé des funérailles comme ça. Ils ont organisé la prière de l'absent, comme on dit. Exactement. Oui, comment ils ont reçu l'information à Djelfa? Je ne sais pas comment il a reçu. Oui. En tous les cas, entre-temps, je ne sais pas comment ils l'ont reçu. Soit ils avaient dit que le premier chef de Daïra, qui était à Djelfa, il s'appelait Lezari Ben Choura. Oui. Lorsque ma mère a été demander des renseignements de son fils, il lui a dit d'un seul coup, ton fils il est mort, d'après nos informations, ton fils il est mort. Donc après, c'est à ce moment-là qu'elle organise, elle a fait son deuil en quelque sorte. Elle a fait son deuil. Non seulement son deuil, elle a bu de l'eau de Javel. Oui. Elle a voulu s'empoisonner. C'était son fils unique. Oui. Et elle a voulu s'empoisonner. Heureusement, il y avait
le mari de sa sœur. Oui. Ils l'ont amené à l'hôpital pour lui faire un lavement et puis ils l'ont sauvé de la mort certaine. Oui. Et puis, mais au niveau donc de la région de votre région de naissance, donc on a organisé une soirée à Chaouni. Oui. La soirée le mort ou la prière de l'absent où j'étais pour eux mort ou alors et puis au bout d'un certain moment votre mère décide quand même d'écrire. Bon, oui. Après ça, c'est... Ouais. Entre-temps, il y avait un certain Lahrash Belhadi, oui. qui était à Paris. قال لها non, بنك لاباس عليه, il n'est pas mort. Ils l'ont jeté effectivement dans la mer, et puis c'était un rescapé du massacre, il est toujours en vie, il a repris son travail. C'est à ce moment-là qu'elle a écrit au maire d'Ivry. Donc, et vous avez la lettre de Bobo. Et nous avons donc la lettre, la réponse du maire. Du maire, exactement. On voit sur le petit écran, oui. Où il atteste, le maire d'Ivry, qui a pris le soin de répondre à votre maman pour lui dire... que votre fils, il est toujours vivant, qu'il habite à telle adresse, à tel endroit, à tel endroit. Mais est-ce que votre mère, elle n'avait pas cru quand même donc, cette réponse écrite elle cherchait toujours une preuve effective. Une preuve. Il y avait un certain nommé Haran Ahmed, oui. qui était avec moi, un ami. Il travaille à l'usine sur l'acte toujours. Lorsque le Hadi est revenu à قال لي voilà, il m'a ramené une rose blanche de la part de ta mère. Tu dois te photographier pour lui prouver que tu es vivant avec cette blanche. Et puis, donc, nous avons la photo. Vous avez pris cette photo. Donc, de cette photo, oui. Et puis, quand elle l'a reçue, elle a quand même. Elle a dit, parce qu'elle avait du doute, elle a dit, bon, il est vivant. Et puisqu'il s'est photographié juste à côté de moi. Parce que votre main. Le bras gauche. Le bras gauche. Là, il a dit, peut-être que son bras gauche, son bras, il est coupé ou on l'a blessé. Elle avait du doute. Oui, et puis quand est-ce que vous avez donc repris contact avec votre famille? Donc quand est-ce que vous êtes c'est lorsque je suis revenu en Algérie. Oui. C'était quand? À cette époque, c'était en 1962. Oui. Je travaille toujours chez SKF. Oui. Je trouve une annonce dans Le Monde. Oui. L'EGA, l'électricité et gaz d'Algérie, c'était pas Sonel, c'était l'EGA, oui. Une société privée. Elle cherchait des techniciens pour d'Uzerville à Al-Annaba, à Bonn. Oui. J'étais voir le bureau, le bonhomme au bureau, et Goulou Perret. Il m'a dit, bon, pour moi, il avait mes diplômes et tout, pour moi, votre candidature, elle est retenue. Mais de préférence, le venu demain matin, il y a M. Abdelkader Zaïbek, le PDG de l'EGA à l'époque, oui. Avec qui vous allez débattre. Effectivement, le lendemain, j'arrive à les 10h, quelque chose comme ça, 9h plutôt avant. J'ai pris contact avec M. Abdelkader Zaïbek. Le contact avec, donc là c'est le contact professionnel, mais le contact avec la famille, donc comment vous avez repris? Oui. C'est-à-dire que vous avez commencé d'abord. Le contact, il allait venir avec la famille. Oui. Parce que j'allais rentrer en Algérie. Oui. Bon, Abdelkader Zaïbek dit, mais qu'est-ce que vous attendez? On a besoin de gens comme vous. Il faut rentrer en Algérie le plus tôt possible. Monsieur, je lui dis, laissez-moi faire le solde de tout compte parce que j'étais en train de travailler chez Tani roulement. Bon, il m'a dit, il n'y a pas de solde de tout compte. Galou, monsieur, Perret, faites-lui une avance de 5 000 nouveaux francs. C'était une somme très importante. Et réservez-lui une place dans l'avion Caravelle, première classe, le plus tôt possible. Et essayez d'être vers les coups de 10h à Orly pour embarquer.
J'avais mon frère qui travaillait à l'hôtel Dieu, le plus grand et le plus vieux hôtel de Paris, comme infirmier. J'ai été le voir, il m'a dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais t'accompagner jusqu'à la gare d'Orly. Il m'a accompagné, et puis j'ai pris l'avion pour le 12-12. Le 12 décembre, exactement, j'ai pris l'avion à destination de Bonn. Arrivé à l'aéroport de Bonn, un agent de l'EGA, avec une pancarte, Gérard Alagdar, on s'est mis en contact, salut cordialement, et puis j'ai été à la direction de l'EGA à Bonn, à Annaba. Ils m'ont reçu, on a discuté de beaucoup de choses. Ils m'ont réservé une chambre à l'hôtel d'Orient, de la place de la Révolution. Oui. Et j'ai commencé à travailler, j'avais une responsabilité de Betna, Souga Arras, Mondovie, Saint-Charles, Annaba, El Khroub, Satif, Bourse Barérich. C'était quelque chose, j'avais une équipe avec moi, et on s'était mis au travail, on travaillait sérieusement. Et puis au bout d'un certain temps, mon chef, mon ingénieur, si on veut, c'était un commandant de l'ANP. Il avait quelques connaissances élémentaires en électricité, et puis il voulait m'imposer sa méthode de travail. Je n'étais pas tellement heureux de cette méthode. J'ai démissionné. J'ai fait un abandon de poste. Et c'est là où je suis rentré à Djelfa. Alors, à Djelfa. J'ai passé ce midi. Lorsque ma mère elle a entendu que j'étais arrivé à Bonn, elle n'a pas voulu croire, elle est venue elle-même à Bonn. Oui. De Djelfa, elle est venue à Bonn, accompagnée de... Mais elle ne vous a pas informé, c'est-à-dire vous ne savez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Oui. J'étais à Al Khroub en une mission, vers les coups de 11 heures, j'arrive à l'entrée du poste. Le gardien du poste, Gali Wala, ami, Gali Wala, votre mère, elle est là. Votre mère, elle est là, effectivement. Il m'a ouvert à la maison, il m'a vu ma mère, elle a sauté sur moi, elle pleurait de joie. Alors, est-ce que vous lui avez donc demandé des explications par rapport à cette histoire de rose en plastique? C'était parce qu'elle a envoyé à votre ami une rose en plastique pour avoir la preuve que j'étais vivant. Oui, oui. C'est ça. Il était marine, c'est son fils unique. Oui. Il est vivant, mais c'était quelque chose de formidable. Elle a pensé, peut-être qu'il voulait, peut-être que l'arnaque, ils sont en train de me faire passer, voilà. Ouais. Elle ne voulait pas croire. Et puis ces retrouvailles, donc Al Khroub, c'était comment? Donc c'est vrai que c'était un moment fort. Mais je peux le Khroub, à Annaba. À Dugerville, exactement. Oui. Là où il avait le poste. Fort en émotion. Ouais. L'émotion était forte. De deux côtés, j'ai retrouvé ma mère, elle a trouvé son fils vivant. Et à l'époque, vous aviez à peine 20 ans, c'est ça? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ouais. 21 ans. 21 ans. Aujourd'hui, M. Djerada, oui. 60 ans après les massacres de cette nuit glaciale, donc du 17 octobre 1960, comment vous voyez, est-ce qu'il vous arrive donc de revoir les images terribles de cette journée? Bien sûr, les images plus que terribles, des images inhumaines. Les Algériens, ils ont subi des tortures, des massacres de la part de la France. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ces Algériens qui voulaient le martyre, qui combattaient les Français armés jusqu'aux dents, avec les mains nues, à bras nus, œil pour œil, dent pour dent. Ces Algériens qui voulaient montrer à l'opinion mondiale la sauvagerie inhumaine de la France.
pour tout ce qu'elle a fait pour l'Algérie. La France, toute la puissance économique, nucléaire, c'est grâce à l'Algérie. Les Algériens, ils ont beaucoup fait pour l'économie française de l'époque. La puissance nucléaire de la France, c'est grâce à l'uranium de Reagan, aux essais qu'ils ont effectués, une vingtaine d'essais à Reagan, avec les conséquences qu'on sait, l'empoisonnement de l'atmosphère, de l'eau, et les conséquences, les naissances de la radioactivité. Est-ce que vous avez pris contact également avec les responsables de la Fédération de France? Après, donc... Non. Lorsque je suis rentré en Algérie. Non, avant. Avant, c'est-à-dire au lendemain donc, de ces massacres. Le contact que nous avons pris, nous avons fêté le 5 juillet, l'indépendance. Oui. C'était comment, justement? Comment vous avez vécu ce moment important? Avec joie. Et puis la plupart des restaurants préparaient le couscous gratuitement. C'était la fête nationale. Pour nous, c'était la fête nationale, la fête de l'indépendance. Nous l'avons fêtée en France. Avec joie. C'est une belle revanche. C'était une belle revanche. C'était une belle revanche. Oui, justement, la France, la France qui a séduit le pays de la liberté, de la démocratie, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La France est un pays sauvage qui a employé une sauvagerie envers les Algériens incomparable. Je sais pas moi, et puis avec tous les massacres qu'ils ont effectués, aucun président français n'a voulu, n'a pu demander le pardon, la repentance pour se repentir des massacres, du mal qu'ils ont fait à cette Algérie. Cette Algérie dont la France a tiré tous les profits, économiquement, militairement et tout. Voilà. Et c'est ça que je condamne. Je les condamne. Aujourd'hui, il y a des associations en France, des Algériens, donc il y a entre autres le collectif du 17 octobre, qui réclament tout simplement la justice. Soit faite. Oui. Et je suis parmi eux, le premier à réclamer que justice soit faite. Sur ce crime abominable. Abominable qu'a commis la France envers les Algériens. Je vous laisse le soin maintenant de conclure cette émission. Je pense que vous avez un message particulier. Le message en particulier, je dédie cette émission à ma mère. Allah yarhamha, et à ma femme. Allah yarhamha. Oui, Madame Chenou Fatna et Madame Hafaf Rebeiha, ma mère. Alors, je tiens... Oui, allez-y. C'est avec plaisir, c'est avec gloire que j'ai accompli cette tâche. Cette tâche où, alhamdoulilah, Dieu a voulu que je sois en vie, rescapé du massacre, où je tiens surtout à remercier tous les moujahidines, les chouhada Rabbi yarhamhum wa sha'alihum, et les moujahidines, les nobles moujahidines qui sont en vie, Rabbi yaj'alhum fi hayat zina. Où la jeunesse interne, nous avons accompli notre devoir pour libérer l'Algérie du colonialisme français. Donc c'est à eux de continuer la lutte pour que, économiquement, pour relever l'économie de notre pays, pour préparer l'avenir de notre pays, pour être reconnaissant envers les moujahidines, envers notre armée, envers notre généraux, envers notre président de la République, envers nos ministres. Et ils doivent contribuer au développement de l'Algérie par tous les moyens, par apprendre les métiers professionnels, pour
relever l'économie de notre pays, à prendre pour se conduire en hommes dans leur démarche, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'éviter la drogue, d'éviter l'alcool, d'être les batteurs de l'Algérie nouvelle. Ça sera le dernier mot de l'émission. Je tiens à vous remercier vivement, monsieur Lakhvar Djirada. Je rappelle que vous êtes victime et rescapé du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe tout le plaisir est pour moi. Technique qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Excellente soirée et à bientôt. Le coronavirus est toujours là. Voilà pourquoi il faut s'astreindre aux règles obligatoires.